Fadel, on a le plaisir d'accueillir Jean-Michel Blanquer. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez La Citadelle aux éditions Albin Michel, un livre formidable sur ce que vous avez vécu quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale, les coulisses du pouvoir, ce que vous avez vécu pendant le confinement, ce que vous pensez des uns et des autres. Et votre plume est très acérée et c'est très intéressant pour nous qui ne vivons pas à l'intérieur des coulisses. Juste un petit mot sur l'actualité, Monsieur Blanquer. Vous avez été ministre de l'Éducation. On a parlé il y a quelques instants de cette correction qui a été infligée par une maîtresse à une petite fille de 3 ans dans une classe. Une enquête qui est diligentée. La maîtresse a été suspendue. L'Éducation nationale, évidemment, et la justice sont saisis. Est-ce que, bon, je ne vais pas vous demander si vous avez vu la vidéo, mais ce type d'actes sur un enfant de 3 ans sont évidemment intolérables, surtout de la part d'une enseignante. Oui, il faut tout simplement se référer à des principes simples. Je me souviens avoir été confronté à ce genre de sujet quand j'étais recteur et je disais une phrase vraiment très 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 simple. C'est à l'Éducation nationale, personne ne tape personne. Voilà, ça résume les choses. Les adultes ne tapent pas les enfants, et évidemment les enfants ne tapent pas les adultes, et les enfants non plus ne se tapent pas entre eux. C'est les règles à respecter, et les adultes doivent donner l'exemple. Et puis après, évidemment, chaque cas est un cas particulier, mais le principe, il est très simple. Bien sûr, et il y a des enseignants qui craquent, vous en avez déjà vu, qui perdent ses nerfs, comme sur ce type d'exemple-là. Chacun peut, enfin, ça peut arriver de perdre ses nerfs. Mais la sanction doit être à la clé. Il doit se passer quelque chose, et après, ça doit être proportionné à ce qui s'est passé. Je pense aussi qu'il est bon de garder un caractère local à ces questions, de manière sensée. Et je disais dans mon éditorial de début d'émission que malheureusement, ce sont souvent les professeurs qui se font agresser dans leur classe. Bien sûr, et agressés par les élèves, par des parents d'élèves. N'oublions pas que ce genre d'événement ne doit pas nous faire oublier que nous devons le respect aux professeurs et que c'est un principe cardinal et que les parents doivent toujours être dans ce respect. C'est une espèce de contagion positive du respect qu'on doit rechercher. Oui. Et vous avez vécu la mort de Samuel Paty. Oui, quelque chose de totalement différent. Grave, mais quand on parle de l'agression d'un professeur, vous avez été au cœur de la machine éducation nationale à ce moment-là. Et là, le traumatisme, il était évidemment total. Ah ben là, vous parlez vraiment de l'événement le plus traumatique qui soit et qui a même créé un avant et un après dans la perception qu'on peut avoir des problèmes que cette affaire soulève, bien sûr. Et dans votre positionnement à vous, parce que vous dites, c'est à partir de ce moment-là, moi j'ai pointé les dangers de l'islamisme, j'ai pris des positions sur l'islam fondamentaliste, et à partir de là, j'ai payé ces prises de position. On vous les a fait payer. Qui vous les a fait payer, Jean-Michel Blanquer ? Il y a deux choses. Cette prise de position, justement, je n'ai pas attendu l'assassinat. Au contraire, dès 2017, j'avais dit les choses, nommé les problèmes, tout simplement, et qui était, en l'occurrence, l'islamisme politique et ses tentatives de pression sur l'école, ce qui est une chose d'ailleurs, et puis par ailleurs la menace terroriste, qui en est une version extrême en quelque sorte, et tout ce processus avait d'ailleurs contribué à mener au discours du président de la République au Murau, qui était très ferme sur ces enjeux. Et puis peu de temps après, on a Samuel Paty. Et là, ce qui change, c'est qu'on rentre finalement dans une autre dimension, si je puis dire. Et ce qui me paraît important à ce moment-là, c'est de pointer d'une certaine façon les responsabilités intellectuelles que l'on a quand on tolère l'intolérable dans la société. Et ça, effectivement, ça a créé une espèce de nouvelle phase. Et c'est pas pour rien que dans les mois qui ont suivi, il y a eu une particulière agressivité à mon endroit dans le débat public. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire quand on est le ministre de l'Éducation nationale ou qu'on fait partie d'un gouvernement, Jean-Michel Blanquer. Je pense que justement, il faut être dans la clarté à chaque moment. Je crois l'avoir été. D'ailleurs, quand vous voyez le livre, comme vous l'avez dit, je crois qu'on peut dire qu'il est franc et qu'il dit les choses. Mais ce n'est jamais en contradiction avec des choses que j'ai dites en direct à l'époque. Parce que je crois qu'il faut nommer. Il faut le faire d'ailleurs avec sobriété, avec calme. Le but n'est pas d'enflammer les esprits, c'est plutôt de dire les choses calmement et nettement. Et je crois qu'il faut s'en tenir à ça, sans exagérer et sans minimiser. Louis Dragnel, une question, après on parlera de la politique. Michel Barnier. Ah, mais je voulais parler de politique. Allez-y. Alors, je suis désolé, j'anticipe un tout petit peu. Ça vous dérange pas trop ? Un prisme qui vous est cher. Une question sur le livre. Si alors allez-y, pardon. Non, mais allez-y. Non, mais alors qui y va ? Ah, c'est vous qui commandez. Pareil, on parle d'une seule voix, on est les mêmes. Allez-y, parce que M. Blanquer attend votre question. Non, mais alors, moi, je vous ferai pas le reproche du tout sur ce livre qui vous a été fait parfois de régler vos comptes, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est très utile d'avoir des témoignages de l'intérieur après coup. Et je peux même témoigner d'une chose. Je vous avais appelé il y a 1 an pour une interview dans le journal du dimanche et vous m'aviez dit pendant 1 an, je parle pas. J'écris un livre, c'est important. De fait, c'est vrai qu'on apprend énormément de choses et donc pour ça, merci. Le mot qui vient à l'esprit quand on lit La Citadelle, c'est le mot imprenable. Souvent, c'est des citadelles imprenables. Ce qui m'a
sidéré, c'est que ce que vous dites, vous, après Samuel Paty, ou même depuis très longtemps d'ailleurs, c'est fondamentalement partagé par les Français. Les Français sont globalement d'accord avec ça, même l'attendent. Donc, qui aujourd'hui rend cette citadelle imprenable? Je ne parle pas du débat public, on connaît globalement les gens qui sont contre vous, mais dans votre ministère, au sein de l'Éducation nationale, qui sont les gens qui bloquent et qui tout à coup vous déclarent la guerre et font en sorte, ou dans l'administration, dans l'appareil d'État, qui décident que ce discours n'a pas droit de citer? Alors d'abord, lorsque je parle de citadelle, je ne parle pas spécialement de l'éducation nationale. Je parle de ce qu'on pourrait appeler la citadélisation du pouvoir, c'est-à-dire le fait que tout pouvoir, l'Élysée, Matignon, la rue de Grenelle, tout pouvoir peut risquer au bout d'un certain temps une forme de dégradation vers le recroquevillement et s'organiser en citadelle. C'est finalement ça l'idée. Il y a aussi d'autres idées d'ailleurs derrière le mot citadelle, notamment une idée plus positive qui est la citadelle intérieure que nous devons avoir tous pour affronter les choses. Je sais le lien avec Saint-Exupéry, etc. Mais c'est pour dire que j'ai toujours combattu l'idée que le ministère de l'Éducation nationale soit une citadelle, parce que c'est un cercle vicieux que de le dire. Autrement dit, j'ai affronté beaucoup de difficultés, mais je ne peux pas dire que ce soit au sein du ministère de l'Éducation nationale que ces difficultés sont les plus grandes. Bien sûr, il y a des difficultés liées à ce qu'on peut appeler l'inertie. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous dites quelque chose, par exemple, dès 2017, j'ai dit on en finit avec le pas de vague, ça ne veut pas dire que le lendemain matin, le pas de vague s'arrête. En revanche, vous impulsez un mouvement qui, avec le temps, a quand même de l'effet. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le pas de vague a diminué à l'Éducation nationale, précisément parce qu'il y avait une consigne claire. Donc, par rapport à votre question, je ne dirais pas que les résistances ont été au sein du ministère spécialement fortes. Elles étaient dans l'appareil d'État et vous en avez d'ailleurs été éjecté après tout ça. Donc... Je dirais que c'est au sein du système politique et au sein même de la majorité qu'en gros, quelques-uns se sont pincés le nez par rapport à ce que je disais. C'est-à-dire, par exemple, une phrase qui revenait souvent à mon sujet, c'était de dire Blanquer est clivant. Tout simplement parce que Parce que vous disiez quoi, en fait? Je disais, au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, j'ai dit qu'il y avait un problème avec l'islamo-gauchisme. J'étais celui qui, le premier, a mis sur le terrain politique à mettre ce mot. Alors après, on m'a dit, ça n'existe pas. Alors j'ai dit, donnez le nom que vous voulez, mais moi je vois bien qu'il y a des gens qui, se situant eux-mêmes clairement, s'autodéfinissent comme étant à gauche de la gauche, et qui en même temps ont de la sympathie pour l'islamisme. Alors à la limite, qu'ils l'assument, mais c'est un fait. C'est la France insoumise dont vous nous parlez, M. Blanquer. Oui, pas seulement d'ailleurs, mais la France insoumise en fait partie. Et ce que j'ai dit à l'époque, c'est vu encore plus dans les temps suivants. Et d'ailleurs, je trouve que pas mal de choses qui sont dans le livre, au fond, nous l'avons dans l'actualité récente de manière assez accentuée. Malheureusement. Vous pointez les dangers de l'islamo-gauchisme à l'époque et les ravages qu'il fait à l'université. Et là, pareil, ça a été exponentiel. Ça continue puissance 1000. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de nez pincés par rapport à ce que j'ai dit. Je suis moi-même un universitaire. J'ai d'ailleurs payé un prix assez cher de cela par rapport à vis-à-vis d'anciens collègues. Et c'est important là aussi d'être nuancé, équilibré. Je n'ai pas dit que l'université était caractérisée par l'islamo-gauchisme. Je crois même qu'il faut trouver un autre mot de façon à ce que les choses soient dites avec sobriété. Le phénomène, il existe. Et il y a toutes sortes de degrés dans la façon de faire. Mais c'est vrai que les événements qui ont eu lieu depuis le 7 octobre dans le monde universitaire à l'échelle mondiale, et notamment aux États-Unis, puisque le phénomène n'est pas spécifiquement français et a même sa matrice aux États-Unis, eh bien, ces événements ont vraiment confirmé les analyses calmes et claires que j'ai fait sur ce sujet, bien avant d'ailleurs 2017, parce que tout ceci vient de loin. Et une des choses que j'avais à affirmer en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est que le monde des idées a un impact sur la réalité, si vous voulez. On ne doit pas négliger la question des idées, parce que si on est arrivé de loin en loin à des formes de folie dans la perception des choses, telle qu'elle peut être divulguée dans certains milieux, c'est parce que dans le monde des idées, je dirais que la pensée républicaine et démocratique a un peu abandonné la partie par rapport aux extrémismes. Mais on a vu ce qui s'est passé à Sciences Po Paris. Je veux dire, on n'a rien à envier aux États-Unis avec ce qui s'est passé dans nos universités, dans nos grandes écoles. Il y a des choses pires qui se passent aux États-Unis. Et d'une certaine façon, nous avons le reflet avec retard et atténuation en France de cela. Oui. Donc on vous a fait payer, en fond, le diagnostic que vous aviez posé? Tout ça a contribué à une atmosphère, si vous voulez, où en gros, à partir de ce moment-là, et notamment tout au long de l'année 2021, mais je crois que chacun a pu le voir et le constater, j'étais la cible d'attaque en permanence, et chacun a pu constater que j'étais pas très défendu par qui que ce soit d'autre que moi-même. Et dans ces moments-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous disiez 80% des gens peuvent être d'accord avec vous quand vous dites ça,
mais 90% du bruit médiatique est négatif vis-à-vis de vous dans ces cas-là. Et quand bien même vous pouvez avoir un peu de bruit positif, il s'arrête au bout d'un moment, le bruit négatif, lui, continue. Donc c'est des choses à analyser parce que ça montre pourquoi des choses qui parfois relèvent non pas de la gauche ou de la droite, parce que je pense qu'on peut être de gauche ou de droite et se reconnaître dans ce que j'ai dit, mais ces choses-là ne sont pas tellement portées dans le débat public pour les logiques que je viens d'exposer. Louis Dragnel. Vous venez de faire la démonstration implacable de tout le problème français. C'est-à-dire que les Français aspirent à une politique qui va dans un sens et les politiques ou les décideurs, souvent à cause du bruit médiatique, justement, se sentent contraints et soumis et ne font absolument pas, enfin souvent, ce que demandent les Français. Je ne dirais pas exactement les choses de cette façon-là. Je pense que vous avez d'abord des acteurs politiques qui cherchent vraiment à refléter ce que pensent les Français. Et surtout, je pense que c'est plutôt la structuration partisane telle qu'elle est en France, et on en a évidemment là la démonstration sous les yeux, qui fait que là où il y avait la possibilité de réunir 70% des gens sur quelques grandes lignes, et l'autorité républicaine en fait partie, c'est pas la seule, hein, je pense notamment à l'équilibre des territoires comme étant un des très grands sujets, qui était d'ailleurs au cœur de la crise des Gilets jaunes. Ces sujets-là, pour lesquels nous portions des idées en 2017 et auxquelles je crois encore, bien sûr, aujourd'hui, eh bien, ces idées-là, elles ont été comme déstructurées par la façon dont les partis politiques sont organisés en France. Et par le principal architecte Emmanuel Macron aussi. Et ça, vous ne l'épargnez pas dans le livre, Michel Blanquer. Il a évidemment sa part dans tout cela. Il y a des logiques de situation et puis il y a aussi ce que font les acteurs. Il y a les deux à la fois. Vous dites, tel un ange déchu de la politique, Emmanuel Macron s'est mis à porter une lumière noire. Pour un ancien ministre de la République, c'est un jugement extrêmement sévère. Parce que ça fait suite à un développement où j'explique pourquoi il a porté en 2017 une espérance énorme. Cette espérance n'était pas seulement à l'échelle de la France, elle était à l'échelle de l'Europe et elle pouvait même avoir un impact international. Alors même que je considère qu'en gros, pour dire vite, le 21e siècle commence avec le 11 septembre 2001. Et dont nous fêtons le triste anniversaire aujourd'hui. Dont nous fêtons l'anniversaire et dont les choses dont nous parlons, dont l'assassinat de Samuel Paty... Commémorons, pardon. Que nous célébrons aujourd'hui, oui, négativement, si je puis dire, que nous commémorons. L'assassinat de Samuel Paty en est une sorte de réplique comme une autre, comme bien d'autres. Et nous avons donc, depuis ce moment-là, une espèce de doute sur soi de ce qu'on peut appeler le monde libre et les démocraties en général. Et nous devons nous ressaisir par rapport à cela, avec des principes démocratiques et républicains dont nous avons tout lieu d'être fiers. Et donc j'explique à quel point l'élection d'Emmanuel Macron, à mes yeux, intervient dans cette nécessité de ressaisissement, et que malheureusement, malgré toutes les bonnes choses qui ont pu se passer par les aspects positifs du bilan dont je parle dans le premier quinquennat, on voit vers la fin du premier quinquennat et surtout dans le deuxième quinquennat une espèce de renversement de cet espoir. Michel Barnier, un bon choix. Il faut qu'il prenne son temps pour former son gouvernement, à vos yeux ? J'imagine que la chose politique vous intéresse. Oui, bien sûr, c'est deux questions différentes. D'abord, nous avons tous intérêt à ce qu'il réussisse. Je pense que par-delà la diversité de nos opinions, la réussite de Michel Barnier sera celle de la France. Donc on a intérêt à sa réussite. Donc il faut souhaiter qu'il constitue rapidement le gouvernement, parce que tout ça a beaucoup duré. Vous serez attentif au nom du ministre de l'Éducation, au nom du ministre de l'Intérieur, au nom du ministre de la Justice ? Oui, comme tout un chacun, peut-être un peu plus que tout un chacun pour le ou la ministre de l'Éducation nationale. Je crois qu'on a... Vous savez, une des illustrations de ce que nous venons de dire, c'est qu'il y a eu un record de stabilité du ministre de l'Éducation nationale, battu par Emmanuel Macron lors du premier quinquennat. Et après, ça a tourné beaucoup. Et ensuite, c'est un deuxième record qui a été battu, mais dans l'autre sens, qui est un record d'instabilité. Eh bien, je serais heureux que mon record puisse commencer à être battu. Naïma, une petite question à monsieur le ministre. On n'a rien compris. Enfin, moi, je vois pendant votre... quand vous avez été ministre de l'Éducation nationale, je fais partie des travailleurs sociaux. J'ai rencontré beaucoup de gens avec lesquels vous avez aussi travaillé. On était extrêmement contents de vous avoir parce que vous avez su nommer les choses, la réalité, et notamment ce que vivait l'Éducation nationale avec cet islamisme et cet entrisme de l'islamisme, etc. Et je vous avoue qu'on n'a rien compris à ce qui s'est passé avec la nomination de Papa Ndiaye, qui a été complètement l'anti-Blanquer. Et on s'est dit, mais on refait marche arrière. Et pourtant, nous avions eu Samuel Paty. Monsieur Blanquer, vous avez parlé de la destruction masochiste d'un bilan qui faisait pourtant la fierté. Je pense qu'il y avait une copie assez belle, en réalité, à la fin du premier quinquennat, par-delà, justement, toutes les attaques qu'il y avait eu à la fin. Je pense que le président avait dans les mains, en 2022, de quoi montrer quelque chose.
je l'explique de manière un peu précise dans le livre. Je donne des chiffres aussi, notamment sur le rebond de l'école primaire, sur une parole républicaine claire, sur ce que nous avions fait pendant la crise sanitaire. Nous sommes le pays qui a fermé 12 semaines, l'Allemagne c'est 38, aux États-Unis c'est davantage encore. Vous êtes battu pour faire ouvrir les écoles. On avait donc quelque chose à dire de fier et qui était la moitié du chemin. Donc pour le président de la République, il y avait quelque chose d'assez simple à dire sur l'éducation qui était on fait les choses sur 10 ans, la moitié du chemin a été fait, on a traversé en plus des crises très graves et allons de l'avant et nommons une nouvelle personne. Je ne prétendais pas rester 10 ans, nommons un ou une nouvelle. Mais dans la même trace. Dans la même trace. Et on a perdu ça, c'était la chose simple à faire. On a fait quelque chose de plus compliqué et de plus contre-productif pour la France et pour le président lui-même. Dernière question, Louis, rapidement, il nous reste très peu de temps. Emmanuel Macron vient de décider que le gouvernement, pour la première fois depuis 7 ans, depuis 2017, gouvernerait. Il laisse officiellement donc son Premier ministre vraiment gérer toutes les consultations politiques. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est vraiment capable de le laisser comme ça gouverner ? Je pense que nécessité fait loi. C'est-à-dire là, on est déjà, il y a une raison constitutionnelle pour qu'il en soit ainsi, c'est que là, on est dans une situation politique qui fait que c'est vraiment l'article 20 de la Constitution qui va s'appliquer, c'est-à-dire le gouvernement dirige la politique de la nation, donc le Premier ministre est en position de force, comme disons, ça se compare à une cohabitation d'un point de vue constitutionnel. D'un point de vue politique, je pense que c'est aussi nécessaire parce que le président a besoin de se ressourcer par le silence dans les temps qui viennent. Et puis d'un point de vue psychologique, qui est aussi dans votre question, je pense, c'est pas sa pente naturelle, mais je pense que son raisonnement peut l'amener à aller dans ce sens quand même.